Imaginez un instant, une seule et même famille, qui aurait bâti l'Europe, mais qui aurait aussi, en même temps, semé les graines de sa propre destruction. C'est l'histoire assez incroyable des Carolingiens. Une dynastie qui a forgé un empire colossal pour ensuite le voir se briser en 1000 morceaux. Alors, la grande question, c'est comment est-ce possible? Comment une famille a-t-elle pu unir tout un continent pour finalement le déchirer? C'est ce qu'on va décortiquer, on va plonger dans cette saga, cette montée fulgurante et cette chute tout aussi spectaculaire pour vraiment saisir à quel point ils ont dessiné la carte de l'Europe qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Et pour bien comprendre, il faut remonter un peu, parce que chose assez surprenante, cette histoire ne commence pas avec des rois en grande pompe. Non, non, tout débute dans l'ombre, avec des hauts fonctionnaires très puissants, au service d'une dynastie qui, elle, était sur le point de s'éteindre. Voilà le décor. On est au 8e siècle. Les rois de l'époque, les Mérovingiens, on les surnomme les rois fainéants. Et pour cause. Ils ont le titre, la couronne, mais c'est tout. Le vrai pouvoir, celui qui contrôle l'armée, les finances, la politique, eh bien il est entre les mains de leurs maires du palais. Et qui sont ces maires du palais? Justement, la famille carolingienne. Le premier grand nom qui va vraiment asseoir la puissance de la famille, c'est Charles Martel. Il est si puissant qu'on l'appelle le prince des Francs, mais il ne touche pas à la couronne. C'est son fils, Pépin le Bref, qui va se dire « Bon, ce pouvoir de fait c'est bien, mais la légitimité du titre de roi c'est mieux. » Et c'est lui qui va oser franchir le pas. Mais comment faire? On ne peut pas juste prendre la couronne, il faut une justification, une autorité supérieure. Alors Pépin, très malin, se tourne vers le pape. Et la réponse du pape Zacharie en 751 est absolument géniale de pragmatisme. Mieux vaut appeler roi celui qui exerce effectivement le pouvoir. C'est une phrase qui change tout. Le pape vient de donner son feu vert. Et avec cette bénédiction en poche, tout s'accélère. En novembre 751, c'est fait. Pépin dépose le dernier roi mérovingien, fin de partie. Et pour marquer le coup, il instaure un rituel inédit, le sacre par onction. Il est oint d'huile sainte. C'est plus qu'un coup d'État, c'est la naissance d'une nouvelle dynastie, une dynastie voulue par Dieu. Et si Pépin a posé les fondations, c'est son fils qui va construire le monument. Un nom que tout le monde connaît. Charles, Charles le Grand, Charlemagne. Avec lui, le simple royaume va se transformer en un empire immense et redoutable. Le règne de Charlemagne, c'est presque 50 ans de guerre, quasi non-stop. Il devient roi en 768 et part aussitôt à la conquête. 774, il prend l'Italie. Dans les années 790, c'est au tour des Saxons et des Avars. Son royaume s'étend, jusqu'au point culminant. Noël de l'an 800. À Rome, le pape le couronne empereur. Mais voilà ce qui est vraiment fascinant avec Charlemagne. On pourrait penser que c'était juste un chef de guerre, mais pas du tout. Ses ambitions allaient bien au-delà des champs de bataille. Il a aussi lancé un immense projet de renaissance intellectuelle et culturelle. Et ça passe par des choses très concrètes. L'éducation d'abord. Il fait ouvrir des écoles partout. Ensuite, il standardise l'écriture avec la minuscule Caroline, beaucoup plus claire. Il relance les arts, l'architecture en s'inspirant de Rome. Et surtout, il ordonne aux moines de recopier les anciens textes latins. Sans ça, une immense partie de la culture antique aurait été perdue. Mais voilà, un empire bâti par un seul homme, aussi grand soit-il, est souvent fragile. Après la mort de Charlemagne, tout ce qu'il a construit, eh bien, ça commence à se fissurer. Et le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de sa propre famille. Son fils, Louis le Pieux, hérite d'un empire immense, uni, un cadeau en or. Mais c'est un cadeau empoisonné. Pourquoi? Parce que ses propres fils sont déjà là, impatients à vouloir leur part du gâteau. Son règne n'est qu'une suite de rébellions. Et quand il meurt, c'est une véritable guerre civile qui éclate entre les frères. Après des années de guerre, de destruction, les trois frères, les petits-fils de Charlemagne, finissent par s'asseoir à une table. On est en 843. Et ils signent un traité qui va changer la face de l'Europe. Ce traité, c'est le traité de Verdun. L'Empire est coupé en trois. Charles le Chauve prend l'Ouest, ce qui deviendra la France. Louis le Germanique prend l'Est, la future Allemagne, et Lothaire, l'aîné, prend la bande du milieu. C'est un moment absolument crucial. C'est là, en 843, que sont posées les fondations de la France et de l'Allemagne. Seulement voilà, quand on brise un grand bouclier en trois, il protège beaucoup moins bien. La division de l'Empire, ça a été une véritable invitation pour tous ses ennemis. L'Empire affaibli devient une cible de choix, attaqué de toutes parts. Au nord, c'est la déferlante viking. Leurs dracars remontent les fleuves, la Seine, la Loire. Ils pillent des villes comme Paris, des monastères riches, des lieux qui se croyaient à l'abri. Leur violence et leur rapidité sèment la terreur. Au sud, la menace vient de la mer.
Les Sarrasins, basés en Afrique du Nord, sont les maîtres de la Méditerranée. Ils lancent des raids constants sur les côtes italiennes et françaises, pillant sans relâche. Et comme si ça ne suffisait pas, à l'est, un nouveau peuple surgit des steppes, les Magyars, des cavaliers redoutables qui mènent des raids éclairs et brutaux. L'Empire est pris en tenaille. Face à ce chaos, que font les rois carolingiens? Pas grand-chose. Ils sont faibles, incapables d'organiser une défense. Alors logiquement, le pouvoir change de main. Il ne vient plus du roi lointain, mais du duc ou du comte, du coin, le seul capable d'assurer la protection. Le pouvoir s'éparpille. Finalement, la dynastie va s'éteindre. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Car même si les Carolingiens ont disparu, leur héritage, lui, a complètement transformé la société et la politique en Europe. Ce grand éparpillement du pouvoir, ça a un nom, la féodalité. C'est le système qui naît directement de l'effondrement de l'Empire. L'idée est simple. Un seigneur local donne une terre à un guerrier en échange de sa protection et de sa loyauté. C'est ce système qui va dominer tout le Moyen-Âge. Et le point final de la dynastie, c'est cette date, 987. Le tout dernier roi carolingien de la Francie de l'Ouest meurt sans héritier. Et c'est une nouvelle famille, les Capétiens, avec Hugues Capet, qui prend la place. Une page immense de l'histoire de France se tourne. Alors, au final, quel bilan? C'est un héritage plein de paradoxes. D'un côté, leur empire, à son apogée, a sauvé une partie de la culture antique de l'oubli. Et de l'autre, c'est l'effondrement de ce même empire qui a dessiné les frontières de la France et de l'Allemagne. Ils ont à la fois préservé l'ancien monde et créé le nouveau. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Faut-il voir l'histoire des Carolingiens comme un échec, la fin d'un grand rêve d'unité? Ou est-ce que, au contraire, c'est précisément cet effondrement qui a permis de forger l'Europe des nations, celle qu'on connaît aujourd'hui? C'est ce qui rend cette période si fondamentale.